Avant, au lieu de faire ça, on allait voir l'arbitre dans le but, essai ou pas essai. Et là, il ne faut pas se rater. On a des pseudo-supporters qui ont une méconnaissance de la règle. La psy m'a dit, il va falloir faire un choix, monsieur Armingo. Vos enfants ou l'arbitrage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. Voici la toute première interview sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je suis allé à la rencontre d'Éric Armingo, le directeur départemental de l'arbitrage en Haute-Garonne. Il va nous raconter son parcours, ses missions et où il en est aujourd'hui. Et à cette occasion, j'ai eu la chance de tourner dans la Maison du Rugby. C'est le siège de la Ligue Occitanie de Rugby. Si ce lieu vous intéresse, sachez qu'il est possible d'y faire des séminaires ou des événements d'entreprise, allant jusqu'à même 150 personnes. C'est très varié. Toutes les informations sont disponibles sur leur site internet. Évidemment, le lien est en description. Et maintenant, je laisse la place à notre invité. Alors, Éric Armingo, voilà. Directeur départemental de l'arbitrage. J'ai commencé ma carrière d'arbitre en 1999 suite à une blessure. J'étais joueur. C'était contre Briatext. Oui, Briatext. Nous menions largement. Et peut-être pour la 2e ou 3e fois, je rentrais dans le but pour marquer un essai. Et une fois au sol, un joueur est arrivé, genou en avant, dans le dos. J'ai tout de suite compris que je n'allais pas m'en relever tout de suite. Donc voilà, derrière, grosse blessure, j'en ai perdu mon emploi. Pendant 6 mois, je n'ai pas fait de sport. Donc pour s'en remettre, déjà on garde un pied à l'étrier, on reste avec les copains du rugby, et on se dit il y aura peut-être une suite, il y a quelque chose à faire, peut-être ou dans le club ou ailleurs. Et c'est là que mes 2 amis, pour ne pas les citer, Pascal Vitrac et Patrick Bruno, sont venus me chercher pour m'emmener. Ils m'ont dit, t'as qu'à venir faire un tour à Toulouse. C'était encore le comité Midi-Pyrénées. Ils m'ont dit, viens avec nous, viens voir comment ça se passe, tu passes la soirée, on mange un bout à la fin de la réunion, tu verras, c'est sympa. Je suis venu, je leur ai dit, chiche, pourquoi pas. Je suis venu et je ne suis jamais reparti. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Quand on mord dedans, ça se fait automatiquement. On a envie d'y rester automatiquement. Des rencontres. Je suis quand même assez, on va pas dire le loup solitaire, mais j'aime bien ma petite autonomie, j'aime bien... Quand je bricole seul. Les sorties sur un terrain, on était seul, très peu accompagné au départ. En fait, on était accompagné la première fois par un ancien, on va dire, qui n'arbitrait plus, qui était dans la tribune et qui regardait comment ça se passait, bien, pas bien. Voilà. Et puis tout de suite, on voit si le bonhomme est fait pour ça ou n'est pas fait pour ça. Donc voilà, on reçoit des encouragements si ça se passe bien et on nous demande de travailler si ça se passe moins bien. En plus, ce premier match, en tant qu'arbitre, il m'est arrivé la même chose que mon dernier match. J'ai vu une agression de joueur marquant un essai qui a subi la même chose que moi, j'avais subi 8 mois avant. Donc j'ai commencé mon premier match à mettre un carton rouge. Ce qui n'avait pas été le cas pour moi. En fait, j'ai un souvenir d'arbitrage, un bon souvenir, c'est quand tu fais une finale. Donc en tout, je ne sais plus, 2008 peut-être. J'ai fait la finale promotion honneur à Midi-Pyrénées et je voulais me choisir mes 2 arbitres et c'était bien sûr Pascal et Patrick. Sauf que Pascal était désigné sur un match en fédé, donc j'ai pas pu le prendre. Et donc on a pris Michel qui finissait sa carrière d'arbitre. Donc pour finir sur une bonne note, j'ai pris Michel à la place de Pascal. Et là c'était une belle finale. RC Qatar c'était contre Montesquieu Volvestre. On a fini au tir au but. Aujourd'hui, les personnes qui débutent dans l'arbitrage sont bien plus accompagnées sur leur premier match, notamment grâce à des arbitres assistants qui sont présents sur le champ de jeu avec les jeunes arbitres. Et ces jeunes arbitres, on les appelle les ACF. Tu as commencé ACF, est-ce qu'on parlait déjà d'ACF à ce moment-là? Non, non. On était arbitre débutant, après c'était stagiaire, qui correspond maintenant au AN1. Après on passait arbitre territorial qui correspond au AN2. Après il y avait le préfédéral, on passait le fédéral et on était ou pas classé en suivant. Parce qu'aujourd'hui, du coup, il y a combien de niveaux dans l'arbitrage avant d'atteindre le niveau d'être classé? AN1, AN2, AN3, AN4. Après, on peut postuler pour le classement. Et le AN4, il correspond à quel niveau à peu près? AN4, on est aguerri pour faire de la régionale 1. Aujourd'hui, donc, tu es directeur départemental de l'arbitrage, DDA, un grand mot. Quelles sont les missions justement du DDA? Alors la mission du DDA, c'est déjà d'organiser toute la saison. Des réunions de formation, en passant par les 2 stages de début de saison et de mi-saison, avec les tests physiques et les ateliers de formation. C'est accompagner aussi le lancement de nos jeunes arbitres et arbitres débutants. Ils ont quand même besoin de conseils, souvent à part des réunions de formation. Ils viennent vous trouver pour demander conseils, ou administrativement, ou les équipements, ou, voilà. Ils ont toujours besoin du DDA. Il faut se rendre sur des plateaux de jeunes
pour aller faire un peu de représentation, pour aller faire un peu de recrutement. Là déjà, en passant par des plateaux M14, j'ai déjà recruté, on va dire, 3 nouveaux arbitres pour la saison prochaine. C'est du repérage off, on va dire, mais on voit et on nous envoie, on nous prévient que, attention, ce gamin est intéressant. C'est un bon joueur, mais c'est un bon arbitre aussi. Si on pouvait rentrer en contact avec lui, ça fait partie du recrutement. Et le plus compliqué, c'est la fidélisation. Alors pourquoi? Parce que quand on est arbitre débutant, en général, ça plaît ou ça plaît pas. On reste pas. Et la deuxième année, on arrive avec très peu de matchs de la saison précédente. Donc ces personnes-là n'ont pas encore l'expérience, on va dire, pour être en autonomie complète et totale sur des matchs un peu plus dur, on va dire. Un gamin de 16 ans qui aura fait seulement 4 matchs sa première année. La deuxième année, il rentre dans le schéma des désignations normales, on va dire, puisque ce sera N1. On peut l'envoyer sur des juniors, où c'est un peu tendu, où il y a du niveau, ça s'accroche un peu, et il n'aura peut-être pas les compétences pour gérer ça correctement. Je pense qu'on va mettre en place plus d'accompagnement peut-être pour ces deuxièmes années qui ont très peu d'expérience, qui sont encore mineurs, et qu'il faut suivre, épauler et conseiller. Comment t'es repassé de l'arbitre qui est sur le terrain central à être DDA? C'est hors processus, on va dire. Parce qu'en fait, quand on est passé en Ligue, le DAL c'était Éric Doria, le directeur Ligue. Éric Doria avait nommé Philippe Lecomte comme DDA dans la Haute-Garonne. Philippe Lecomte est décédé 2 ans après. Moi j'étais simple soldat, enfin, j'étais responsable au secteur, je m'occupais des réunions de formation et de la restauration en suivant. Et Éric Doria a dit, ce sera toi. Moi j'avais rien demandé, même j'ai failli refuser. Philippe est décédé en juillet, on a mis ça de suite en place au mois d'août. Je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer. Si en décembre j'ai la tête sous l'eau, je te préviendrai et ce ne sera pas possible. Et puis voilà, on mord dedans. Et on lâche pas. Et on lâche pas. Alors si en voyant le parcours d'Éric vous êtes intéressé par l'arbitrage, sachez qu'il existe une adresse mail jeveuxarbitrer@ffr.fr, mais attention, dans la réalité, ce n'est pas aussi facile. Alors on va dire que ça va être plus compliqué pour un gamin de 14 ans qui va vouloir commencer l'arbitrage s'il n'a pas un petit vécu de joueur avant. On va dire qu'il faudrait avoir des bases minimum du jeu, de la règle, pour venir à l'arbitrage. Très peu d'arbitres ne sont pas issus du jeu, déjà. Il me semble qu'il y en a un cette année, il me semble qu'il n'a jamais joué au rugby, qui débute l'arbitrage sans connaissance, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. Il y en a qui viennent à l'arbitrage parce que ils ont filé sur la gueule un arbitre. Et avant, la sanction, c'était tu dois arbitrer 4 matchs pour récupérer ta licence. Avant, c'était ça. Et c'est évidemment le cas aussi pour vous, mesdames. En fait, c'est compliqué de recruter des arbitres féminines. Souvent, celles qui nous arrivent, c'est parce qu'elles sont justement blessées, joueuses blessées, le temps de se réathlétiser, on va dire, pour reprendre joueuses. Elles se disent, pourquoi pas venir à l'arbitrage, voir, on va dire. Mais après, pour rentrer dans le classement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, parce que la performance, on va dire, d'une fille comparée à un garçon n'est pas la même, physiquement. Une fille est moins musclée, moins athlétique, donc les déplacements, bien sûr, sont moins rapides que chez les garçons. Mais bon, certaines sont de bons arbitres féminines. Est-ce qu'on en verra un jour une en top 14? Je crois qu'il y en a une au niveau international, de mémoire. Aurélie Groiselot, qui arbitre en Pro D2, international. Et pour l'instant, on n'en a pas vu. Par contre, la première féminine à arbitrer en secteur pro en Pro D2, elle venait de chez nous. C'était Christine Anizet, voilà. Le recrutement des arbitres en France est un enjeu important. En 2023, le président de la Fédération française de rugby, M. Florian Grill, avertissait d'un manque de 600 arbitres pour couvrir l'ensemble des matchs. Et là encore, cette observation est à mettre en perspective avec la réalité de chaque territoire. Pour moi, il y a assez d'arbitres en Occitanie. 650 arbitres, on peut couvrir tous les matchs de tous les championnats. Moi, j'ai connu une année ici, nous nous retrouvons aux réunions de formation, on est pratiquement 90 arbitres le vendredi. Ça, c'est que secteur Grand Toulouse. Moi, j'ai connu l'époque où on était même pas 60. Alors que Haute-Garonne, nous sommes 155. Et il y a 15 ans, je te dis, on était entre 60 et 80. C'est pour ça qu'on ne manque pas d'arbitres. Malheureusement, il y a des territoires un petit peu plus pauvres au niveau arbitrage. On va dire que le Grand Sud, c'est une terre de rugby. Dès qu'on est au-dessus de la Loire, c'est plus foot que rugby. Il y a beaucoup moins de clubs, donc il y a beaucoup moins d'arbitres. Un arbitre qui a un bon niveau d'honneur ou fédéral 3 chez nous, en Occitanie, s'il va arbitrer en Normandie, il va très vite monter d'un niveau supplémentaire. Parce qu'il aurait eu la bonne formation en Occitanie, il aurait eu les bons matchs, les bons accompagnements. Et je pense que, allez, ça va faire un peu chauvin, mais je pense que le niveau d'arbitrage dans le Sud est bien meilleur que le niveau d'arbitrage au-dessus de la Loire.
Et là, je vais me faire dézinguer. Alors on pourrait questionner la différence de niveau entre le nord et le sud, mais la géographie n'est pas vraiment un critère de réussite. Alors les qualités de bon arbitre, déjà, ne pas se prendre dans la tête, prendre du plaisir. Moi, quand j'ai fini ma saison, j'avais dit, quand j'aurais plus envie de faire le sac pour aller arbitrer, quand j'aurais plus envie, j'arrêterai. C'est pas un fait qui a fait que j'ai arrêté. Une agression, un match où ça se passe mal, ou... Non. J'ai dit, quand j'aurai plus envie, j'irai plus. Et tant qu'on prend du plaisir, on a envie de faire le sac, on a envie d'ouvrir un petit peu le livret des règles, on a toujours envie de venir aux réunions de formation du vendredi soir, on a toujours envie de manger avec les copains après la réunion, ça se fait tout seul. Il faut être passionné en fait. Est-ce que toi tu te considérais comme un bon arbitre? Je serais un bon arbitre, j'aurais évolué en top 14. Écoute, ce que je connaissais du jeu en jouant maximum à l'honneur, ça ne m'a pas permis d'arbitrer beaucoup plus haut. Je pense qu'un arbitre qui va jouer en Fédéral 2 ou Fédéral 1 jusqu'à 23-24 ans, quand il va se lancer dans l'arbitrage, lui, il aura un potentiel nettement supérieur pour monter en haut. Et puis, il faut être en haut jeune maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut attaquer à 14 ou 15 ans pour être à 18-19 ans fédéral, 20 ans Fédéral 3, 21 ans Fédéral 2, 24 ans Fédéral 1. C'est un peu le circuit de Pierre Brousset, ça. Alors Pierre Brousset, si vous ne le connaissez pas, c'est aujourd'hui la figure de l'arbitrage français au niveau international. Il est le seul arbitre professionnel à temps plein parmi les 2700 arbitres disponibles sur le territoire national, ce qui pose inéluctablement la question de la stabilité financière. Gagner sa vie, faut être en pro. Ouais, je pense que si t'es pas professionnel, tu gagnes pas ta vie avec l'arbitrage. Ça met un peu de beurre dans les épinards, on va dire. Moi, je n'ai pas craché dessus pendant 20 ans. Mais bon, depuis 2020, on rend à l'arbitrage ce qu'il nous a donné. Depuis 2020, c'est du bénévolat. Dès que je me déplace, c'est bénévolat. Tu n'es pas en contrat avec la Ligue Du tout. C'est du bénévolat. Mais en plus, je suis superviseur à fédéral. Donc le dimanche, on reçoit nous aussi, les superviseurs, une désignation pour se rendre sur un match, pour aller voir, évaluer un arbitre et le noter. Donc ça, c'est contre rémunération, on va dire. C'est comme un arbitre. Un arbitre, le match, c'est 70 €. Un superviseur fédéral, c'est 75 €. Donc moi, je sors pas tous les dimanches. C'est ma volonté. Si je sors 2 fois par mois, ça me va très bien. Parce qu'après, à côté, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de club aussi. Donc je pourrais demander de sortir 4 fois par mois, mais c'est pas le but. Comment est-ce que tu arrives à allier justement la vie de famille et le rugby? Disons que la vie de famille, c'est le rugby. Si moi, je vais superviser sur une rencontre, je sais que ma femme sera au club. Donc en fait, c'est rugby. On bouffe du rugby. Je pense qu'il y a des priorités. Si, à un moment dans ta vie, tu peux avoir des problèmes chez toi, de famille, de boulot, tu as plus la tête à ces problèmes-là, il ne faut pas hésiter à filer un coup de téléphone à son DDA, par exemple, à dire voilà, il faudrait que je fasse un break, ce serait bien, pendant 15 jours, là, j'ai un match dimanche, mais bon, je ne m'y rendrai pas. Il ne faut pas hésiter, il faut couper, 15 jours, 3 semaines, le temps qu'il faut. Si tu te blesses à l'entraînement, comment tu fais? Tu vas couper. Tu as un problème pro, tu as un problème à la maison, pas hésiter à couper. Tu ne seras pas bien sur le terrain. Tu vas gamberger ce que tu gambergeais 3 heures avant, 5 heures avant, la veille. Tu vas encore penser à ça, tu vas pas être performant sur le terrain. Mon premier couple, quand ça allait pas, tu vois, on m'a mis à l'épreuve, il y a eu une enquête sociale et tout, et même la psy, j'allais voir la psy avec mes gosses, la psy m'a dit, il va falloir faire un choix, monsieur Armingo. Vos enfants ou l'arbitrage. Elle m'a dit ça à la femme. J'ai dit, je ferai pas de choix. Tu vois, j'ai réussi à lier les deux. Tu fais un dimanche, tu vas arbitrer parce que t'as pas tes enfants ce dimanche-là. Le dimanche d'après, c'est l'inverse, mais il faut couper, quoi. Comment ils l'ont vécu, justement, tes enfants? Ah, pas bien. Tu sais, c'est le papa qui est trop absent des fois. Parce que tu vas quand même à la réunion du vendredi soir. Tu sais, même si tu pars que tu as un match à 15h, tu pars après manger, vite fait, à 12h30, tu es au stade, hop, tu reviens à 7h, tu es à la maison. Et tu n'étais pas à la maison avec tes gosses. Tu as des regrets par rapport à ça ou pas? Ouais, je sais pas. Mais disons que c'est tombé au plus mauvais moment, pendant l'ascension. Donc, j'ai su donner un peu pour la famille, j'ai su donner un peu pour l'arbitrage. Et je voulais surtout pas arrêter l'arbitrage à ce moment-là, quoi. J'avais eu un entretien avec, comment ça s'appelle à l'époque, le DTA. Alors moi c'est le DDA, à l'époque c'était le DTA. En fait il recevait à son bureau tous les arbitres débutants. Il y avait eu un entretien individuel et il m'avait demandé, tu penses te fixer quel objectif? Pour voir si j'avais de l'ambition ou pas. J'avais dit, pour avoir joué qu'en honneur, pas plus haut, je pense que si j'arrive en Fédéral 2, ce sera très bien. Bingo. Avec le petit espoir de passer 2 ans dans les 3 premiers, tu sais, pour monter en Fédéral 1, c'est jamais passé. C'est pas grave, parce que Fédéral 1, après, c'est encore plus d'absence à la maison. Une fois que tu es classé en Fédéral 2, tu accèdes à d'autres fonctions. Enfin, à d'autres fonctions. Tu peux être désigné sur du 4e, 5e arbitre. Je me suis arrêté à la Fédéral 1, moi.
avec une petite aventure juge d'un but. Juge en but? Ouais. Mais quand j'ai été déclassé, donc il y avait un âge limite à l'époque, on va dire. On était déclassé à 45 ans. Dans mes 5 dernières années d'arbitre non classé, j'arbitrais le dimanche au champ en amateur, ou jeudi ou vendredi, je partais en 2e division professionnelle faire juge d'un but. Oui. Il n'y avait pas la vidéo, il y avait un arbitre dans chaque but, c'est eux qui validaient les essais ou pas. Avant, au lieu de faire ça, on allait voir l'arbitre dans le but, essai ou pas essai. Et là, il ne faut pas se rater. Ouais, il y a une pression là, tout le match, t'as rien à faire. T'as Auria qui fait -8 dans le but, tu t'embêtes, puis à la dernière minute, oh ça arrive vers toi, ça va vite marquer à l'opposé un coin, il faut y être, Ah, c'est bon souvenir, ça aussi. T'as pas de regret, toi, sur ta carrière d'arbitre? Ah non, non, j'ai bouffé de tout. Dans le style, on t'appelle le mercredi. Eric, il faut que tu me dépannes, il faut que tu sois à Massy demain soir. Mais demain, c'est jeudi. Oui, il y a un match le jeudi. Tu regardes les avions. Oh, Air France, 480 € l'aller. Bon, ben, je vais prendre la voiture, et puis voilà. Tu montes en voiture, tu prends un hôtel, tu dors là-haut, tu redescends. Ouais, on a donné, j'en ai fait des kilomètres. J'en ai fait, ouais. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et comme les joueurs de rugby, les arbitres sont confrontés à une fin de carrière, et ce pour diverses raisons. Quand on prend plus de plaisir, moi je pense qu'il faut arrêter et ne pas continuer à faire son sac contre sa volonté. L'âge, eh oui, à un certain âge, on commence à avoir les jambes qui suivent moins que la tête. Donc si on a moins envie de se préparer, on est moins performant le dimanche, ça se sent et ça se sait aussi. Il y a toujours un œil dans la tribune qui nous dit « j'ai vu celui-là dimanche dernier ». Il commence à mettre un petit peu de, comment dirais-je, de bon emploi. Donc il est en retard sur les phases. Donc il arbitre plus la deuxième faute que la première. Donc tout ça, ça se sait. Il y a toujours une paire d'œils dans la tribune qui remonte les informations. Après notre raison, oui, peut-être le mauvais état d'esprit des joueurs ou des spectateurs dans la tribune, avec leur nom d'oiseau, leurs cris, leurs machins. Il y en a, oui, c'est vrai, moi je pense qu'il y en a qui arrêtent à cause de ça. Et est-ce que ceux qui arrêtent à cause de ça arrêtent de plus en plus, ou est-ce que c'était le cas il y a 20 ans? Non, en fait, je crois qu'il y a 20 ans, on y prêtait moins attention. Maintenant, on commence à un peu plus s'occuper de ce public, on va dire. Parce que 15 joueurs contre 15 joueurs, ça peut se gérer sur un terrain. Mais ce qu'il y a derrière la main courante, c'est très compliqué. Entre les insultes, propos racistes, dur à gérer. C'est pour ça qu'il y a eu bien une procédure maintenant. Si jamais il y a des propos racistes, on arrête le match, on appelle les présidents des clubs, on leur explique pourquoi j'arrête le match. Si ça se reproduit, ça peut être un cas d'arrêt de match. Donc il ne faut pas que ça se reproduise. Ils doivent faire le nécessaire pour que ça s'arrête là. Et après, un rapport, bien sûr, est complété sur Oval. Petite parenthèse concernant Oval, c'est l'outil utilisé par les arbitres pour recevoir leur désignation quand ils vont préparer des rencontres. C'est là où ils pourront avoir des indications sur les compétitions, mais aussi là où ils pourront mettre leurs indisponibilités sur les week-ends. Il existe aussi d'autres outils pour les arbitres, notamment la plateforme Perf-Arbitre, qui regroupe toutes les réglementations liées à chaque compétition et toutes les règles de rugby. Alors je ne sais pas si les instances vont essayer de recadrer certaines choses, on va dire, justement par rapport aux violences sur les stades, à tout ce qui se passe qui ne me plaît pas. Qui existent, mais qui, comme tu le dis, qui n'ont pas augmenté, mais dont on a plus en plus conscience. Ouais, on commence à mettre le doigt là où il faut, je pense, et je pense qu'il y aura des actions qui seront mises en place pour que ça se calme encore plus. Puisque bien sûr maintenant chez les jeunes on commence à déclarer les matchs à risque. Donc un match identifié à risque, il y a une procédure qui se met en place, les clubs en sont informés, l'arbitre en est informé, le représentant fédéral est informé, il y a une petite réunion avant le match pour signaler que ce match sera sous surveillance particulière. Souvent c'est sur les matchs retour que ça se passe. Le match aller s'est mal passé, il y a eu un peu de bagarre, un peu de chiffonnade. Au match retour, on s'occupe de classer ce match à risque. On peut avoir un match avec beaucoup de cartons rouges, avec des insultes ou racistes ou des bagarres de la tribune. Tout ça, c'est notifié dans le rapport de l'arbitre. Et donc au match retour, attention. Alors comment on le gère? Très calmement déjà. Quand un joueur parle fort, si vous parlez plus fort que lui, il va parler encore plus fort que vous. Donc en fait, quand ça monte en intensité, il faut falloir faire descendre cette intensité. Donc c'est remettre tout le monde au calme. On passe par les capitaines, bien évidemment. C'est le seul relais, on va dire, fiable, même si parfois c'est pas les bons joueurs, les capitaines. Ça se gère. Il faut faire comprendre aux deux équipes que le match, quoi qu'il advienne, on va l'amener au bout. On a des outils pour ça. S'il faut mettre du carton, on mettra du carton. S'ils sont compréhensifs, peut-être on mettra moins de carton et ça se passera très bien. Mais il faut que tout le monde entende le message. En fait, quand on a compris que si on connaît la règle sur le bout des doigts, on s'en sort, on a tout compris. On ne peut pas que survoler la règle. On a un bouquin, il faut faire du par cœur. Quand on passe dans les examens, que ce soit stagiaire, territorial, fédéral, moi j'avais, comme à l'école, voire
plus qu'à l'école, j'avais mes petites fiches avec mes règles, mes définitions. Et je les bossais en permanence, en permanence. Chaque fois, à tous les examens, les définitions, elles reviennent. Donc à force de les lire, de les écrire, on les connaît par cœur. Et qu'est-ce qui est le mieux quand on est arbitre sur un terrain? C'est de s'accrocher à la règle. Si un entraîneur à la fin du match vient vous voir, « Ah, monsieur l'arbitre, ça, vous l'avez arbitré comme ça, alors que normalement, enfin moi, j'aurais dit, fait ça. » On peut échanger. C'est quoi la règle, monsieur? Moi, je vais vous la dire, la règle. C'est ça, ça et ça. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Ok, autant pour moi. Non, mais quand on connaît la règle, on s'en sort. Les règles ont beaucoup évolué quand même en 20 ans, et je pense que tu as dû le voir au cours de ta carrière d'arbitre. Est-ce que c'est pas très difficile de se réadapter à chaque fois aux règles qui changent? Moi, j'ai dû m'arrêter à la hauteur de plaquage, je pense. Je suis sorti en 2018 ou 2019. Qui est passé du coup de la ligne des épaules à la taille? À la taille, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, hein? En fait, tout ce qui va dans le sens de la protection du joueur. Les mêlées qu'on ne poussait plus, alors qu'en amateur, ça se poussait avant, la mêlée. Les commandements étaient les mêmes en catégorie A, top 16 de l'époque, ou en 3e série. Ouais, tout est fait pour la sécurité du joueur. De la mêlée au plaquage et la continuité du jeu. En fait, si on rabaisse la ligne de plaquage à la taille, c'est pour laisser les bras libres. Quand on a les bras libres, ça peut jouer derrière. Quand tu vas sur des rencontres, tout le monde est content de jouer, ça se passe très bien. Tu es le plus heureux à la réception d'après-match, tu bois ta mousse avec les joueurs, tout le monde est content. Quand ça se passe moins bien, tu as fait le job, on va dire, tu vas quand même boire une mousse avec eux. Quand ça se passe pas bien, des fois, il vaut mieux, à pas de velours, remonter dans sa voiture et rentrer à la maison. Ça t'est arrivé? Il me semble que ça m'est arrivé une fois qu'un président de club me dise à la fin du match, vous n'êtes pas le bienvenu au pot d'après-match. Je ne me rappelle plus qui, mais ça a dû m'arriver une fois. Vous n'êtes pas le bienvenu, qui m'a dit le bonhomme. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous le savez très certainement, le rugby est un sport complexe avec beaucoup de règles. Et s'il faut du temps pour former un arbitre, près de 5 ans pour atteindre le niveau classé, vous vous doutez bien que pour ceux qui suivent le rugby de beaucoup plus loin, c'est tout de suite beaucoup plus flou. En fait, je pense que les excités du dimanche après-midi derrière la main courante dans la tribune, ils doivent leur tarder ce moment-là, ces gens-là, pour venir s'exprimer. Parce qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup la parole chez eux à la maison. Donc ils viennent cracher leur haine le dimanche et dire c'est la faute à l'arbitre, il est nul, il vaut rien. Si c'est une demoiselle ou une dame, il va dire ben, retourne en cuisine, va faire ta vaisselle. Voilà, on a des pseudo-supporters qui ont une méconnaissance de la règle. Mais bon, après, ça ne nous appartient pas. Nous, c'est le terrain qui nous appartient. Un bonhomme qui ne connaît pas la règle de la tribune, presque, faut passer outre. Un mec qui va crier au scandale parce que l'arbitre n'a pas sifflé ça, ben, peut-être il n'avait pas de faute et peut-être il est à la règle de 8 ans en arrière. Ça ne nous appartient pas. Tout ce qui se passe en tribune. Et tout ce qui se passe sur le bord du terrain. Pour les entraîneurs, comment gérer les entraîneurs? Ah, les entraîneurs. Alors les entraîneurs, il faut être un peu diplomate, on va dire, mais surtout faire ressentir à ce banc qu'on a la maîtrise du match. Même si on se trompe sur une décision, il faut rester dans sa décision. Quand les bras font « Oh !» tout l'après-midi, au moment, on va le voir, l'entraîneur gentiment lui dit « Écoutez monsieur, si vous devez contester tout l'après-midi, je reviendrai vous voir et je devrais me séparer de vous. » Sauf que maintenant, quand on se sépare d'un entraîneur, il faut enlever un joueur du terrain. Donc l'entraîneur va pénaliser l'équipe. Donc le but du jeu, c'est de passer par de la prévention avant la répression. Donc un petit message passera ou passera pas, mais d'abord la prévention. Pensons quand on enlève un entraîneur, un adjoint de terrain, un soigneur, parce qu'on peut enlever n'importe qui, l'équipe sera pénalisée parce qu'elle jouera avec un joueur de moins, elle jouera 14. Je trouve qu'il y a plus de jeux qu'à l'époque. À l'époque, c'était touche, molle, brrr, en avant, mêlée. Mêlée, boum, ça allait au sol, ça jouait, ça faisait 3 mètres, en avant, coup de pied, chandelle. Non, maintenant, en fait, je crois que les entraîneurs sont mieux formés, ils connaissent le jeu, il y a une tactique mise en place. Avant, c'était du rentre-dedans, des 3 quarts qui vont vite ou qui vont pas vite, qui tapent dans le ballon quand ils veulent, zéro tactique, aucun système de jeu. Maintenant, les entraîneurs sont formés d'ailleurs, et je pense que même le niveau est plus relevé qu'avant. Je pense qu'une deuxième série 10 ans en arrière, une deuxième série maintenant, enfin une R2 maintenant, il leur met 50 points sans problème. On a encore du rugby champagne. Avec plus de 150 ans d'histoire, le rugby a forcément évolué, favorisant le spectacle, la continuité du jeu, mais aussi la sécurité des joueurs. Les arbitres n'écrivent pas la règle mais sont là pour l'appliquer. Et avant tout, ce sont des passionnés qui avaient envie de servir ce sport. Je voudrais dire un très grand merci à Eric Armango pour sa disponibilité et la qualité de notre échange. Merci encore une fois à la Ligue Occitanie de rugby pour nous avoir laissé les locaux et tourner dans de belles conditions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cela servira forcément pour d'autres interviews et j'espère en tout cas que je pourrai vous en proposer encore. Allez sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!
Mission DDA, je te dis 3 bricoles, mais il y en a plein de missions. Il y en a plein.